J'ai trouvé dans ce que vous avez dit dernièrement, chers collègues, lors du colloque que vous avez consacré à un thème voisin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande lacune à combler et qu'il faut multiplier les contacts, qu'il faut multiplier les études et aussi les créations. Et bien entendu, je salue tous les gens qui sont ici présents et qui sont engagés dans ces études italiennes qui nous sont extrêmement utiles et qui constituent pour nous vraiment un voisinage identitaire extrêmement fécond. Donc je remercie Fabien de nous consacrer non seulement cette journée ou ces 2 heures, mais aussi ce cycle sur lequel il a travaillé et je pense que chacun de nous en retirera un grand bénéfice. En tout cas, merci et à tout à l'heure. Merci. Je crois qu'il faut le couper. Bien. Est-ce que, oui, vous m'entendez? Ça va à peu près. Alors, je vais d'abord vous saluer et vous remercier d'être présent à cette première stonde consacrée à la Sardaigne et le cinéma, l'identité en question et en images, et donc à ce premier volet consacré à la Sardaigne et à son cinéma, dans un espace méditerranéen. Et la stonde que je proposerai aujourd'hui est un peu le symbole de cette méditerranéité dont parlait Jacques Thiers à l'instant, une méditerranéité que notre institution, ou plus largement notre île, je crois, doit cultiver. Une ouverture qui doit fonctionner comme un aller-retour depuis et vers d'autres réalités pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et surtout, à mon avis, mieux se comprendre. Et je voudrais, évidemment, avant de commencer, remercier tout particulièrement le professeur Diago Moutière, qui, avant de devenir un ami, a été mon professeur alors que je suivais il y a quelques années des cours de DEA. Donc c'était il y a très longtemps, hein, ça nous vieillit un petit peu. Un DEA qui s'intitulait à l'époque « Études corse et méditerranéennes ». Et je me souviens des cours du professeur Thiers, il était question de sociolinguistique. Et déjà à l'époque, lui, comme moi, comme d'autres, étions sensibles aux questions d'une identité méditerranéenne partagée et partageable. Un cadre dans lequel pouvaient converser sereinement les cultures des territoires finalement si proches et si lointains que sont la Corse, sa terre ferme naturelle qui est l'Italie, et la Sardaigne. Et donc Jacques Thiers m'a gentiment proposé d'animer plusieurs stands et cette année autour de la question de l'identité en Méditerranée, avec comme support, comme corpus, la question de l'expression de cette identité. On va en parler beaucoup de l'identité, dans un médium particulier, alors particulier dans sa forme, particulier dans son évolution, particulier car témoin d'évolutions plus larges, plus globales, qu'elles soient historiques, culturelles, sociales, sociologiques, sociétales, économiques ou techniques. Je veux parler du cinéma comme moyen d'expression et plus particulièrement, mais cela vous l'aurez compris, du cinéma sarde ou mieux encore d'un nouveau cinéma sarde qu'il nous faudra tenter de définir par la suite. Et pour cela, nous avons 4 rendez-vous à disposition cette année, 4 volets distincts mais complémentaires qui nous permettront d'aborder la question de l'identité, je le disais, à travers les images filmées de et sur la Sardaigne, mais sans s'y enfermer, pas de façon exclusive. Au contraire, ce nouveau cinéma sarde, nous nous en servirons d'exemple, nous nous en servirons comme d'un point de départ d'une réflexion plus large, nous incluant nous-mêmes, Corse de naissance, d'adoption, de passion, pour observer, pour analyser notre propre identité d'insulaire, de méditerranéen. Et je renvoie toujours à la citation de notre ami Jacques Thiers dans Papier d'identité, qui est un livre majeur sur la construction de l'identité en Corse, qui qualifie l'identité de paquet encombrant, auquel il vaut mieux à tout prendre ne pas y penser trop souvent. Eh bien nous y penserons souvent cette année, au cours de ces 4 stands, et qui, je le disais, prendront comme point de départ l'identité sarde à travers son cinéma. Alors son cinéma de la période moderne et contemporaine, voire hyper contemporaine, ce sont les années 2000 à nos jours qui nous intéresseront tout particulièrement. Et je précise aussi que notre corpus s'appuiera presque essentiellement sur le long métrage de fiction. Alors pourquoi? Parce que déjà l'étude approfondie de tout ce qui constitue aujourd'hui les études cinématographiques, je pense aux documentaires, aux courts-métrages, aux séries, etc., donnerait lieu non pas à 4 conférences, mais sans doute le double ou le triple, tellement le matériel à disposition est volumineux. La deuxième raison, c'est une esthétique et une expression, je crois, qui est passionnante à décrypter. Et troisième raison, le long métrage de fiction est la forme qui a le plus de chances d'être diffusée et donc d'être vue
par un public, et la question de la réception par des communautés de public est tout à fait essentielle, et nous y reviendrons. Un point de départ, donc, qui est la Sardaigne et le cinéma, mais que nous déclinerons donc en 4 chapitres, divers volets, à commencer par une sorte d'introduction aujourd'hui, qui aura pour but de placer le cinéma sarde dans un contexte sud-méditerranéen et italien, un mezzogiorno cinématographique dans lequel j'insérerai à dessein la Corse et son cinéma, un cinéma que j'oserais qualifier de balbutiant, c'est un peu provoque, mais je le fais volontairement. Et nos autres rendez-vous permettront d'aborder la question sous des angles particuliers. Dans 3 semaines, le 23 octobre, nous évoquerons le lien entre Sardaigne, littérature et cinéma, pour voir si les mouvements propres à ces deux moyens d'expression se sont liés ou éloignés sur l'île sœur et pourquoi pas aussi chez nous. Puis en février, nous parlerons des figures, des stéréotypes présents ou absents dans le cinéma de nos îles, et là encore, vous verrez, c'est un vaste sujet. Et enfin, la question de la langue ou des langues, qui est un phénomène complexe dès qu'on parle d'identité, évidemment. Dans le cinéma insulaire, ce sera au cœur de la dernière stonde prévue en février. Au cours de ces rencontres, nous inviterons d'autres chercheurs, d'autres curieux à se mêler à la conversation pour éclairer le sujet, pour apporter un autre regard, pour enrichir, pour contredire, bref, pour faire vivre l'échange. De même que le public, à la fin de l'exposé, pourra intervenir, soit devant l'auditoire ou en aparté, pour, encore une fois, poursuivre l'échange et permettre le débat. Ces 4 stands, donc, sont envisagés comme 4 déclinaisons d'un même thème, Sardaigne cinéma. Et or, sans vouloir vous décevoir, le jour où nous parlerons sans doute le moins de cinéma sarde sera aujourd'hui. Bien sûr, il sera présent en filigrane, et plus encore, vous le verrez vers la fin de l'exposé, mais l'objectif de la stonda d'aujourd'hui est de voir dans quelle mesure le cinéma peut être l'expression de l'identité d'un territoire dans des régions, insulaires ou non, fortement marquées. Le but aussi est de ménager l'auditoire, afin de vous donner envie de revenir dans les prochaines semaines, espérons. Mais c'est surtout parce que l'étude approfondie et ciblée de ce nouveau cinéma sarde sera clairement abordée à travers les angles choisis lors des prochaines stondes que j'évoquais plus tôt. C'est donc un voyage en Méditerranée, un voyage visuel, animé, ponctué d'affiches, de bandes annonces, de photographies que je vous propose aujourd'hui, à la découverte des cinémas du Sud. Nous parlerons des thèmes, des lieux, des stéréotypes qui peuplent, entre guillemets, ce cinéma italien sud-méditerranéen, en partant justement du mezzogiorno italien, de la terraferma italienne, pour descendre vers le sud de la botte, avant de remonter vers les îles majeures, la Sicile puis la Sardaigne, avant d'arriver à la Corse, pour voir justement si, en termes de création, en termes de temps, de calendrier, d'emploi des stéréotypes, les cinématographies se répondent en écho ou au contraire se tournent le dos, chacune fonctionnant peut-être selon sa propre histoire et, nous y sommes déjà, sa propre identité. Mais avant tout, une première question que l'on pourrait se poser, pourquoi intégrer le cas de la Sardaigne et davantage encore celui de son île sœur, la Corse, dans ce mezzogiorno italien? Eh bien, pour des raisons géographiques avant tout, lesquelles entraînent, alors je schématise beaucoup, pardonnez-moi, mais le temps nous y contraint, des particularités historiques, culturelles ou politiques. Et l'insularité, qu'elle soit physique, un territoire entouré d'eau, ou plus, disons, philosophique, l'idée d'un territoire à la marge, isolé, coupé du reste, périphérique et donc distant du ou des centres, a fortement conditionné les manifestations de cette fameuse identité, parfois, et c'est moins vrai pour la Corse, justement, à travers l'expression cinématographique. Et donc cette géographie italienne nous oblige à revenir même sur la définition d'un cinéma italien. En effet, il est difficile, voire impossible, de les réunir sous une seule et même bannière, tous ces courants, tous ces genres, ces auteurs qui sont autant d'expressions diverses, mais complémentaires d'une Italie et d'une italianité plurielle, qui est le reflet d'un territoire à la géographie si particulière. Une péninsule qui s'étire du nord au sud jusqu'au cœur de la Méditerranée est complétée d'îles majeures et mineures. Car si l'Italie est une nation née somme toute récemment, elle est aussi et surtout une mosaïque de régions, de cultures, de dialectes qui font l'histoire et la richesse du ou des cinémas italiens. De la même façon, la fracture historique, et il suffit de penser au fameux film de Luchino Visconti, Rocco et ses frères, en 1960, qui témoignait déjà d'une tension territoriale entre le nord et le sud de l'Italie. Donc cette fracture entre un nord considéré comme riche, car lié à l'Europe continentale, et un sud, île majeure incluse, affaiblie par une position relativement périphérique, ne s'est finalement pas atténuée avec le temps. Alors qu'appelle-t-on le mezzogiorno italien? Eh bien, il commence aux confins du Latium et de la Campanie, à mi-chemin entre les villes de Rome et de Naples. Ce contraste entre deux territoires que tout semble opposer, le centre-nord et une Italie du sud plurielle, s'exprime également dans les expressions audiovisuelles liées à l'écran,
du grand écran, le cinéma traditionnel, au plus petit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de séries et de fictions télévisées, de productions diffusées sur les plateformes de streaming aujourd'hui en vogue, comme Netflix ou Amazon Prime. Nous verrons cela à travers quelques exemples concrets d'ailleurs par la suite. Et l'Italie du Sud, dans son ensemble, tente de se définir dans le rapport ambigu qu'elle semble entretenir avec les nombreux stéréotypes qui la hantent dans l'imaginaire collectif. Je vais m'appuyer pour commencer sur la comédie de Luca Miniero, Benvenuti al Sud, qui est un film de 2010, avec le napolitain Alessandro Siani et Claudio Bisio dans le rôle d'Alberto, fonctionnaire originaire de Lombardie. C'est un bon exemple de la perception traditionnelle et populaire que les spectateurs peuvent avoir des gens du Sud. Alors, il s'agit, vous l'aurez compris, du remake d'un film français, d'un phénomène cinématographique, Bienvenue chez les Ch'tis, de Danny Boone en 2008, et je vous propose d'en voir la bande-annonce, on en parle juste après. Alors là, vous voyez, par rapport à la France, tout le monde connaît Bienvenue chez les Ch'tis, les situations territoriales s'inversent pour garantir l'effet comique. Les régionaux dont on se moque ici ne sont pas les gens du Nord, mais bien les habitants du Cilento, au sud de la Campanie, à grand renfort de clichés, garantissant l'efficacité des gags. Et ce même Benvenuti al Sud a une suite en Italie, qui a été moins bien réussi que le premier volet, et qui s'intitule Benvenuti al Nord, où là, pour le coup, on tente en tout cas de se moquer des Milanais. Alors le sud de l'Italie a du mal, en général, vous l'avez vu, à se défaire de l'image d'Épinal, composée fréquemment du triptyque Sole et pizza mandolino, le soleil, la pizza et la mandoline, on pourrait rajouter les pâtes, et d'autres clichés encore, d'autres stéréotypes, la fainéantise, la mafia, la violence, la corruption, ce sont des choses qui habitent véritablement le cinéma italien du Sud, encourageant un certain exotisme dans les pratiques, dans les tenues, dans les figures traditionnelles des régions qui sont montrées à l'écran. Toutefois, les auteurs méridionaux du nouveau cinéma italien du XXIe siècle semblent jouer de ces clichés. Parfois, ils s'y conforment, souvent ils s'en amusent, ils les revisitent, ils les interprètent dans une volonté de dépassement allant jusqu'à la recréation d'un stéréotype. Alors bien sûr, cette évolution des représentations filmées du sud de l'Italie doit aussi beaucoup aux conditions de production des œuvres, des changements administratifs, économiques, culturels qui, petit à petit, bouleversent la façon même de tourner dans ces régions, dont certaines sont en plein développement. Et d'ailleurs, les structures du type Film Commission, donc d'aide au tournage dans les régions, ont fait beaucoup, on le verra après, pour l'image de ces territoires au cinéma. J'ai choisi d'évoquer ce Sud aux multiples facettes, région par région, dans une approche thématique, en essayant de comprendre comment ces territoires, de la moitié méridionale de la péninsule aux deux grandes îles que sont la Sardaigne et la Sicile jusqu'à la Corse, affirment leur identité ou leurs identités dans une histoire globale du cinéma italien et ou méditerranéen. Mais avant d'entreprendre notre tour, à la manière des voyageurs historiques qui ont parcouru l'Italie, je crois qu'il faudrait que l'on se pose un instant sur la définition même de ces cinématographies napolitaines, pouliaises, sardes, siciliennes, etc. En effet, cela pourrait sembler problématique car les critères relatifs à ces appellations régionales sont discutables. S'agit-il de cinéma en région, de cinéma sur la région, par des réalisateurs de la région ou originaires d'ailleurs? On verra qu'il y a un peu tout dans ces régions-là. Moi, je choisirais de retenir la suivante, comme je l'avais fait pour un travail scientifique sur le nouveau cinéma sarde, pour lequel je parle de films tournés en Sardaigne, par des Sardes, sur des problématiques propres à la Sardaigne. Même si, dans le cadre, je disais en introduction, d'une identité partagée et partageable, la réception par différentes communautés de public ne se limite pas qu'au public sarde. Tel serait donc l'écho d'une définition d'un cinéma sarde, sicilien, corse, campano, pugliese et calabrese, éco-régional, parfois insulaire, en tout cas méditerranéen, à d'autres cinématographies méridionales dont les questions relatives à la représentation et à la représentabilité se croisent souvent. Et au cœur de cette Italie plurielle, une région affirme particulièrement sa double identité, nationale et régionale. C'est la Campanie et son chef-lieu, la paradoxale et chaotique Naples, qui cultive sa différence culturelle et linguistique vis-à-vis du reste du pays. Alors elle est une terre de cinéma qui en a montré les différentes facettes tout au long du XXe siècle. La production napolitaine est un exemple de filon régionaliste qui a parcouru la jeune histoire du cinéma italien, de l'expression naturaliste d'Assunta Spina dans la version de 1915 ou dans celle de 1948 avec une Anna Magnan inoubliable. On se souvient également de la comédie grinçante Loro di Napoli de Vittorio De Sica en 1954 avec Totò et Silvana Mangano, ou bien encore le cinéma engagé sans concession de Francesco Rosi avec Les Mani sulla città, main basse sur la ville en 1963, qui évoque déjà la collusion entre le pouvoir et la criminalité organisée. Les personnages liés à Naples et à la Campanie sont nombreux, tout comme les symboles, alors positifs ou négatifs, on les verra, qui hantent l'imaginaire collectif dans sa représentation de ce territoire qui,
de l'enfer de Scampia, quartier populaire de Naples, pendant longtemps aux mains des clans camoristes, et c'est ce quartier qui apparaît, on va le voir juste après, dans Gomorra de Matteo Garrone, à Torre Annunziata, qui s'étend au pied du Vésuve, Naples est le théâtre d'une culture à la fois classique et populaire, de Pulcinella à Enrico Caruso, de Totò à Eduardo De Filippo. Eduardo De Filippo a été l'un des maîtres du théâtre napolitain et un symbole filmique et réussi d'une culture napolitaine entre théâtre et cinéma, c'est l'adaptation à l'écran du texte d'Eduardo De Filippo, Il Sindaco del Rione Sanità, par l'un des meilleurs représentants de l'école napolitaine au cinéma, Mario Martone, qui a été l'auteur notamment de L'Amore Molesto en 1995, dans une version revisitée et tout à fait moderne, y compris visuellement. Je vous propose de voir la bande-annonce d'un film qui va être présenté au prochain festival du film italien d'Ajaccio. Vous le verrez dans cette bande-annonce, le dialecte napolitain est évidemment très présent. Vous voyez une version moderne, en tout cas du texte théâtral, et c'est un film qui est très très intéressant et très réussi, y compris au niveau visuel et esthétique. Mais la ville donc, de Naples et ses alentours sont aussi sans doute connus pour l'organisation criminelle qui les gangrène depuis longtemps, la Camorra, mafia urbaine et napolitaine, qui fascine le spectateur au point de donner naissance à un genre cinématographique bien défini, le film de mafia en tant que genre cinématographique ou mafia movie, dans lequel réalité, histoire et fiction se mêlent pour donner naissance à un filon peut-être presque spectaculaire dans son acception première. Cette tendance se retrouve dans certaines œuvres tournées à Naples depuis 2000 et qui puisent leur inspiration dans une actualité brûlante avec parfois un certain courage. L'exemple le plus célèbre reste sans aucun doute Gomorra de Matteo Garrone en 2008, l'adaptation à l'écran du livre de Roberto Saviano, qui depuis, vous le savez, a été condamné à mort par la mafia, à cheval entre le gangster movie et le documentaire, et qui répond à ce besoin de raconter une vérité dérangeante sur les pratiques mafieuses, de clans, de trafic et de violence. En voici quelques images. Alors on est dans une esthétique qui rappelle, qui puise en tout cas son inspiration dans le réel. Le film a été Grand Prix au Festival de Cannes en 2008, il a connu un grand succès en Italie comme à l'international, à tel point qu'il a été décliné en une série à succès depuis 2014 et qui connaît une 4e saison diffusée sur les réseaux de vidéos en streaming. Le grand succès de la série est intéressant car il témoigne finalement de la confusion des genres et des formats relatifs à la monstration des activités mafieuses à l'écran, de moins en moins documentaires, au profit d'un genre toujours plus codifié et spectaculaire. Je vais vous montrer quelques images de la série, de la bande-annonce. La frontière entre la dénonciation et le spectacle est alors très mince, ce qui, je crois, peut parfois déranger. Vous voyez, un même sujet et deux approches, ou deux accroches en tout cas esthétiques différentes. Toujours dans ces films de fiction et documentaire qui traitent de la mafia, on pourrait citer aussi un film comme Fort Apache de Marco Risi en 2009, qui résonne comme un hommage au cinéma d'enquête des années 60 et 70. Inspiré d'une histoire vraie, le film relate les derniers mois de la vie du jeune journaliste Giancarlo Siani, abattu par la Camorra en 1985. Plusieurs documentaires aussi ont été tournés pendant cette période, notamment pour dénoncer les dérives d'un système, du local au national. L'un des meilleurs exemples est sans doute Beautiful Country en 2007, qui évoque le scandale sanitaire causé par la gestion des déchets toxiques par les clans mafieux et la pollution des terres agricoles de la Campanie. Mais à côté de ce filon noir ou négatif, coexiste une ville de Naples, disons, plus festive, plus joyeuse, plus colorée, à la limite du kitsch, et qui s'exprime à travers la chanson de variété en dialecte et l'espoir d'une vie meilleure dont les modèles sociaux vont de Maradona aux héros souvent éphémères de la télé-réalité. Le rêve d'une ascension sociale à travers les médias est d'ailleurs le thème central de la fable moderne de Matteo Garrone, encore lui, Reality, en 2012, qui évoque le parcours fictif d'un père de famille napolitain sélectionné pour passer dans Grande Fratello, qui est le programme télévisé d'enfermement le plus connu en Italie. Voici quelques images qui vont vous donner cette impression d'affreux salé méchant. Hein. L'imaginaire nous rappelle le film de Scola. Alors on parlait de cette Naples populaire dont les représentants historiques, d'un point de vue musical, la musique est très présente dans cette Naples un peu populaire, vont de l'interprète de Tu vuoi fare l'americano de Renato Carosone au regretté Pino Daniele, qui est l'auteur de l'hymne napoléen. Aujourd'hui, les idoles des Napolitains, jeunes et moins jeunes, sont les chanteurs qu'on qualifie de néomélodici, comme Rosario Miraggio et surtout Gigi D'Alessio, qui est très connu. C'est de la variété, disons, très kitsch, du style musical au look des chanteurs, hein, vous verrez, mais très très en vogue à Naples, et presque exclusivement à Naples, à l'exception de Gigi D'Alessio, qui est presque un héros national.
et qui s'oppose à la chanson napolitaine classique comme l'hymne au Sole Mio. Et les frères Marco et Antonio Manetti, davantage connus comme les Manetti Bros, s'inspirent entre autres de cet univers décalé pour leur film Songhena Poulet, genre policier 2014, dont on va voir la bande-annonce juste après. Et puis la comédie Amore e Malavita, avec 2 M, hein, qui remporte l'année suivante le David di Donatello du meilleur film. Donc je vous montre la bande-annonce de Songhena Poulet pour vous faire une image de ce qu'est cette Naples kitsch et populaire. Alors dernièrement, les spectateurs ont pu découvrir un autre visage encore de Naples grâce au film du réalisateur italo-turc Ferzano Spetek pour un film qui s'intitule Napoli Velata avec Alessandro Borghi et Giovanna Mezzogiorno. Alors il s'agit d'un thriller psychologique, la ville apparaît comme mystérieuse, envoûtante, magique, un film d'auteur qui rend justement hommage à l'une des villes les plus troublantes d'Italie, une preuve que les lieux de la Campanie restent une source d'inspiration inépuisable pour les cinéastes d'ailleurs, au-delà des stéréotypes. Je voudrais vous signaler, pour terminer aussi notre tour de la Campanie et de Naples, le très visuel Cinque è il numero perfetto de l'auteur de comics, de romans graphiques Igort, qui par ailleurs est sarde, hein, qui sera présenté lors du prochain festival du film italien d'Ajaccio. C'est un film qui est très original, très réussi, et qui montre que l'on peut filmer la Camorra en se servant de moyens plus visuels, plus esthétiques, plus déroutants, comme vous verrez, cela a pu être le cas dans d'autres cinématographies du sud de l'Italie. Petite considération personnelle, je crois que c'est l'un des meilleurs films sortis en Italie cette année. On continue notre voyage, si vous le voulez bien, autour des Pouilles, de la Basilicate et de la Calabre. J'évite le Molise, n'en déplaise à notre ami Lorenzo Di Stefano, qui peut-être pourra me contredire par la suite, mais on a l'impression que le Molise, qui est une petite région du sud de la péninsule italienne, n'a pas le même destin cinématographique que d'autres régions plus grandes situées à l'extrémité de la botte italienne, dont les Pouilles constituent le talon. Les Pouilles, justement, qui est une région très à la mode actuellement, c'est un territoire qui attire aujourd'hui de nombreux tournages, grâce notamment à l'action de l'Apulia Film Commission, qui est une fondation très active depuis quelques années et qui est un véritable support financier et logistique, dont l'une des missions est de faire de la région des Pouilles une véritable terre de cinéma, tant et si bien qu'elle a été nommée par certains Pullywood, hein, qui est la contraction de Puglia et de Hollywood. Ainsi, de nombreux films y sont régulièrement tournés, profitant de la richesse des paysages, mais aussi des città d'arte, hein, les villes d'art comme Lecce, Ostuni, Bari, Polignano a Mare et Monopoli, qui font aujourd'hui sa renommée dans le secteur du tourisme. Et parmi les très nombreux films tournés dans les Pouilles, il convient de citer peut-être l'un des plus connus, qui est encore un film de Ferzano Spetek qu'on a évoqué pour Napoli Velata, qui est Mine Vaganti de 2010, qui a obtenu un joli succès, y compris en France, où il est sorti sous le titre Le premier qu'il a dit. Une comédie, sans doute l'un des films les plus réussis de Ferzano Spetek, qui met en scène un Riccardo Scamarcio à contre-emploi, pour ceux qui le connaissent, qui descend dans le sud pour annoncer à sa famille, je vous rappelle qu'on est dans le sud, dans un pays catholique, qu'il est gay. Voilà ce que ça donne. D'autres films, comme Io che amo solo te, on les enregistrés commercial, qui est l'adaptation du roman de l'auteur à succès Luca Bianchini. Plusieurs réalisateurs originaires des Pouilles, ils y sont nés ou y ont grandi, ont aussi mis leur région à l'honneur dans des films qui ont dépassé les frontières locales ou nationales. C'est le cas d'Eduardo Vinspir, qui avait évoqué la danse de la pizzicata dans le film du même nom en 1996. Et puis un autre film, un docu-fiction qui met en scène en 2011 l'histoire vraie d'un boulanger des Pouilles qui, grâce à ses spécialités locales, a contraint son voisin, un fameux fast-food américain, à fermer ses portes, c'est Focaccia Blues. Mais si les paysages et la lumière des Pouilles sont des atouts pour attirer les équipes de tournage, on l'a vu tout à l'heure, il est aujourd'hui difficile de définir une cinématographie représentative de la région à proprement parler. Celle-ci semble davantage être l'expression d'un sud rural et anonyme qu'un territoire à l'identité affirmée. Et c'est une idée que l'on retrouve dans, je crois, l'un des plus beaux longs métrages de Gabriele Salvatores, Io non ho paura, en 2003, qui est l'adaptation à l'écran du livre de Nicola Maniti. Il a été tourné en partie dans les Pouilles et dans la Basilicate voisine, dont le réalisateur exploite avec brio la campagne écrasée par le soleil d'été. Alors là encore, c'est une film commission, hein, la Lucana Film Commission du nom antique du territoire, qui œuvre pour la promotion du territoire à travers l'aide aux productions d'œuvres audiovisuelles de différents types, cinéma, télévision ou encore publicité. Ainsi, récemment, les comédies Un paese quasi perfetto de Massimo Gaudioso, ou bien Noi e la Giulia de et avec Eduardo Leo en 2015, y ont été tournées, mais c'est surtout le film
de et avec Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast, en 2010, comédie en forme de road movie musical qui a fait connaître la région au grand public suite au succès du film pour lequel le réalisateur s'est vu attribuer le Davide Donatello, qui est l'équivalent des Césars en Italie, du meilleur réalisateur débutant en 2011, entre autres prix. Et donc de la Basilicate, on passe à la Calabre, à la pointe sud-ouest de la péninsule italienne, qui offre les mêmes caractéristiques que ses voisines par sa lumière, son climat et ses paysages. Mais elle est aussi, pour certains réalisateurs, un élément remarqué de plusieurs films qui récemment ont rencontré un certain succès d'estime en Italie ou à l'étranger. Je pense à Ciambra de Jonas Carpignano en 2017, ou bien Il Sud e Niente en 2013, tourné par Fabio Molo à Reggio Calabria, avant son deuxième long métrage de fiction, le très réussi Il Padre d'Italia en 2017, qui est conçu comme un road movie entre le nord et le sud de l'Italie, avec Luca Marinelli, qui est, je crois, l'un des acteurs les plus brillants de sa génération, et Isabelle Aragonese, donc conçu comme un voyage initiatique du nord au sud de l'Italie, entre deux personnes que tout oppose, vers la lumière salvatrice d'une Calabre réconfortante. Alors, dans un tout autre genre, on retrouve l'idée d'une mafia, encore au sud, en 2014, avec Anime Nere de Francesco Munzi, qui est sorti en France sous le titre Les âmes noires, auréolé de nombreux prix, qui aborde avec précision le sujet délicat de la 'ndrangheta, qui est la mafia calabraise, implantée dans un village du sud de l'Italie. Je vous propose quelques images. Et enfin, comment ne pas citer dans un registre beaucoup plus commercial la comédie Qualunque Mente de Giulio Manfredonia en 2011, avec Antonio Albanese, qui est un visage bien connu des Italiens, dans le rôle de Cetto la Qualunque, personnage rendu célèbre auprès du public par des passages répétés à la télévision italienne. Dans ce film, Albanese incarne un entrepreneur véreux et grossier, tenté par le fauteuil de maire dans la petite ville de Marina di Sopra, qui est une parabole de la politique contemporaine qui n'est pas sans rappeler l'ère politique berlusconienne. Voici la bande-annonce. Et on va traverser le détroit de Messine et se rendre en Sicile. Alors parmi ces territoires insulaires méditerranéens, on sait que la Sicile a noué depuis longtemps des rapports étroits avec le cinéma en général et le long métrage de fiction en particulier. Et la question de la représentation et de la représentabilité des réalités locales, qu'elles soient sociales, sociétales, politiques ou historiques, à travers l'écran, y est très prégnante. Le cliché, le stéréotype y est évidemment très présent. Et parmi ces clichés, un semble récurrent, évidemment, celui qui est relatif à la mafia associée à la mauvaise vie, encore une fois la malavita, qui sont les véritables fléaux de la société sicilienne et qui fournissent depuis longtemps des trames à de nombreux films, fictions, documentaires, qui s'inspirent de faits réels, parfois de faits divers, et revendiquent cet appui sur l'histoire vraie. Alors c'est quelque chose qui remonte à des années, je pense à Pietro Germi avec Au nom de la loi, ou bien Salvatore Giuliano de Francesco Rosi en 62. Mais depuis, le cinéma traitant de la mafia semble avoir hérité du traitement réservé par le néoréalisme, puis le film enquête, du cinema d'impegno. Et si l'on se limite à observer les œuvres du Nuovo Cinema Italiano du XXIe siècle, nombreux sont les films qui dénoncent les agissements de la branche sicilienne mafieuse appelée Cosa Nostra. Je pense au biopic I Cento Passi, qui est sans doute l'un des meilleurs films de Marco Tullo Giordana en 2000, qui évoque la vie et la mort de Peppino Impastato, interprété par un magnifique Luigi Locascio, dont c'était ici le premier rôle au cinéma. On peut également citer deux autres films, À la luce del sole de Roberto Faenza en 2005 sur le prêtre Don Pino Puglisi, assassiné à Palerme en 1993, ou bien La Siciliana Ribelle, un film de 2009, inspiré de la vie de Rita Atria, témoin de premier ordre lors de l'opération antimafia menée par le juge Borsellino avant sa mort et victime indirecte par la suite de la pieuvre. Ce ne sont que là que quelques exemples de ces films qui proposent une relecture, filtrée par le récit cinématographique, d'événements tragiques qui ont entaché l'histoire plus ou moins récente de l'Italie. Depuis, et c'est ce qui est intéressant, d'autres cinéastes s'affranchissent de l'impression de réalité, tout en poursuivant l'opération de dénonciation des actions de Cosa Nostra. Ils jouent alors avec des genres cinématographiques plus originaux, la comédie romantique, le film fantastique, le conte de fées, pour toucher d'autres publics et dépoussiérer d'une certaine façon le concept ou se conformer à une évolution inéluctable des représentations cinématographiques de la mafia. Les réalisateurs Fabio Rassadonia et Antonio Piazza appartiennent à cette veine avec leur long métrage Salvo en 2013, qui avait été Grand Prix de la 52e semaine de la critique au Festival de Cannes, qui est un film policier et dramatique qui exploite avec originalité le registre des sensations pour mieux plonger le spectateur dans l'univers mortifère de la mafia sicilienne,
puis le film Sicilian Ghost Story en 2017, qui est un conte fantastique, qui est l'adaptation libre d'un récit, qui avait été inséré dans le livre Non saremo confusi per sempre, lui-même inspiré d'une histoire vraie. C'est une coproduction italo-française soutenue par la région de Sicile et la Sicilia Film Commission. Et les réalisateurs ont choisi d'évoquer cet événement traumatique vrai. Il s'agit d'une histoire vraie d'un enfant qui est séquestré par la mafia pour servir de monnaie de chantage vis-à-vis de son père. L'enfant vivra un cauchemar, il sera séquestré avant d'être, désolé pour cette vision horrible, dissous dans l'acide. Et donc évoqué à travers un drame fantastique à l'esthétique très recherchée, comme s'il s'agissait de transcender une réalité trop violente par le recours à un imaginaire poétique, par une revisite distanciée, poétique et participative, où l'émotion provoquée sert le propos. Le fait divers n'est alors plus montré de façon crue, journalistique, froide. Le film enquête se tourne vers un genre purement cinématographique, avant de convoquer le réel et sa violence insupportable en surimpression à l'écran, avant le générique de fin. Voici la bande-annonce de Sicilian Ghost Story. Vous voyez comment le cinéma engagé peut se réinventer avec une esthétique et une poétique différentes. Et puis dans un tout autre registre, mais on reste dans cette même idée de réinterprétation, on a les deux longs métrages de fiction de Pierfrancesco Di Liberto, alias Pif, qui est un auteur multicarte palermitain, journaliste, réalisateur, acteur, La mafia uccide solo d'estate et In guerra per amore. Et donc ces deux films illustrent bien l'idée selon laquelle le cinéma de genre s'empare du thème mafieux pour réélaborer la forme même du film enquête dans des formes hybrides voulant offrir au spectateur une autre vision de la réalité. La mafia uccide solo d'estate évoque de façon détaillée une période sombre du passé récent de la Sicile, du massacre du Viale Lazio à Palermo, un soir de décembre 69, aux nombreux assassinats commandités par le chef mafieux Totò Riina, qui est décédé récemment, comme ceux tristement célèbres des juges Falcone et Borsellino en 1992, mais sur un ton ironico-comique inattendu, à travers les yeux d'un enfant, Arturo Giammaresi, qui est le double fictionnel de Pif dans ses œuvres filmiques et dans ses œuvres littéraires. Pour évoquer les personnages, les lieux et les faits réels liés à l'histoire dramatique de la Sicile, le réalisateur choisit de mêler l'authentique, des images d'archives, des extraits de journaux télévisés ou presse de l'époque, et la fiction, la reconstitution historique, la comédie, parfois romantique, dans une démarche se voulant didactique, indirectement dénonciatrice et donc militante. Alors le succès critique et public sera tel que le film sera ensuite adapté à la télévision sous la forme d'une série en 2016, puis en 2018 pour une deuxième saison, programmée sur la chaîne publique Rai Uno. Pour son deuxième long métrage de fiction, In guerra per amore, Pierfrancesco Di Liberto évoque une autre période historique antérieure liée l'île de Sicile à Cosa Nostra jusqu'aux sources du mal, puisqu'il est question de l'arrivée des chefs mafieux au pouvoir au sortir de la guerre, suite à la libération de la Sicile par les Américains. Alors là encore, Pif mélange les genres en s'appuyant principalement sur la comédie, parfois burlesque. Cela semble démontrer que les genres dits populaires ou commerciaux ne desservent pas dans ce cas précis le propos, au contraire, ils l'amplifient en lui permettant de toucher plus largement d'autres publics. Le film enquête, comme exemple d'un film engagé, prend alors tout son sens. Et puis on arrive enfin en Sardaigne. Parmi les régions du sud de l'Italie, la Sardaigne est sans nul doute l'une des plus intéressantes. Elle occupe en effet une place à part dans le panorama cinématographique italien du XXIe siècle. Comme il existe un nouveau cinéma italien depuis 2000, il existe aussi un nouveau cinéma sarde qui s'est réellement affirmé depuis une vingtaine d'années. Alors la Sardaigne, évidemment, a été longtemps perçue comme une terre exotique, aux mœurs archaïques, une vision encouragée par des années d'hétéro-représentation au cinéma, c'est-à-dire des représentations par d'autres que des Sardes. Et la Sardaigne a su créer les conditions de la réappropriation identitaire à travers le cinéma et plus particulièrement le long métrage de fiction, dans une hésitation permanente entre tradition et modernité. Alors sa position géographique, son insularité, un corpus largement diffusé et composé de références presque systématiques aux œuvres de l'auteur sarde, on en parlait en introduction, Graziadella et Edda, qui était prix Nobel de littérature en 1926, les références aussi au banditisme et au pittoresque, sont autant d'éléments qui ont construit une représentation schématisée et stéréotypée de la Sardaigne et de ses codes jusqu'à la fin, disons, des années 70. Le rapport aux stéréotypes a évolué, passant des adaptations des romans de Graziadella et Edda à celles des ouvrages bien plus modernes de Sergio Azzeni, mais nous en reparlerons. Et l'histoire semble n'avoir retenu que deux films emblématiques de cette période, Banditi Orgozzolo en 1960, qui a été grandement apprécié des spectateurs sardes. Les Sardes ont cependant refusé la vision offerte par, pourtant, l'un des films les plus connus sur la Sardaigne, qui est Padre Padrone,
des Toscans, bien sûr, hein, ils viennent d'ailleurs hein, que la Sardaigne, Paolo et Vittorio Taviani en 1977, qui est l'adaptation cinématographique d'un roman autobiographique pourtant écrit par un sarde, Gavino Ledda. Le film a été accueilli positivement par la critique internationale et italienne, puisque le film a été Palme d'Or à Cannes en 1977, et pour autant, l'impact polémique et culturel, politique a été virulent sur l'île, un phénomène de rejet qui s'explique notamment par la douleur provoquée par le renvoi de l'image de soi dans la perception d'une œuvre, alors qu'elle soit littéraire, artistique, audiovisuelle, alors là, pour le coup, à l'écran, et d'autant plus lorsqu'il s'agit, je le disais, d'hétéro-représentations, et les représentations par d'autres, bien plus difficiles à tolérer ou à digérer que lorsqu'elles sont initiées par des gens du cru. Je vous montre quelques images. Depuis, le film a été digéré. Hein, depuis 1977, il était temps, par la Sardaigne, qu'il intègre volontiers dans un corpus des films représentant l'île. Alors ce n'est là qu'un exemple hein, des représentations de la Sardaigne par d'autres. On approfondira le sujet lors des prochaines stondes. Il faut savoir que la réappropriation de l'identité sarde par le cinéma s'est faite progressivement dès la fin des années 80. Donc vous voyez, c'est intervenu assez tard, grâce notamment à un auteur qui est Gianfranco Cabide et son film Disamistade. Alors il exploite une nouvelle fois les poncifs du genre sarde, hein, il n'y a qu'à voir l'affiche, hein, on retrouve des bergers, la trahison, la vendette, la condition fermée, mais ce long métrage apparaît toutefois comme une réinterprétation du genre et de ses codes. On est dans une transition vers une autre façon de parler de la Sardaigne au cinéma, qui se prolongera à la fin des années 90. Vous voyez que le saut temporel est quand même long, hein, 10 années. Après, avec son deuxième film, Il figlio di Bakunin, qui est l'adaptation cinématographique d'un récit de Sergio Azzeni. Ainsi, Cabide se positionne presque malgré lui comme le chef de file d'une nouvelle génération de réalisateurs qui vont profondément modifier l'apparence du cinéma sarde et la perception aussi que l'on peut en avoir. Alors, un point commun liera à ces nouveaux réalisateurs. Ils sont tous d'origine sarde, ils ont tous choisi de parler de leur Sardaigne. On est à l'aube des années 2000, et un collectif non officiel de 5 cinéastes se fait jour. Alors, il y a d'autres démarches, hein, mais je crois que ceux-ci sont les plus importants. Gianfranco Cabide, Giovanni Columbu, Piero Sanna, qui était l'auteur d'un seul film, mais très important, La Destinazione, Enrico Pau, dont on va reparler, et sans doute le plus connu, Salvatore Mereu. Ces réalisateurs revendiquent de façon nette leur sardité au cœur de leur création dans des démarches, alors initialement individuelles, hein, mais qui s'unissent finalement dans un mouvement collectif que l'on qualifiera de nouveau cinéma sarde et dont nous parlerons de façon bien plus approfondie lors de nos prochains rendez-vous. Alors c'est un mouvement artistique et militant, moi je n'hésite pas à parler de véritable riaquisto cinématographique, qui a pu naître grâce à la combinaison d'autres éléments économiques, politiques, culturels, qui ont formé un terrain propice à la production effective de plusieurs longs métrages de fiction en très peu de temps sur le territoire sarde. Ces facteurs, alors on a notamment une Sardaigne Film Commission, qui est une fondation très efficace, des festivals, des lois, dont celle de 2006, ont parmi d'autres permis au paysage cinématographique sarde d'opérer une profonde mutation avec comme effet celui d'une explosion, car l'arc de temps dans lequel ce renouveau a lieu est très bref, quelques années, et les langages choisis sont multiples. Je vous ai mis plusieurs affiches hein, de ce corpus. Aujourd'hui, ces réalisateurs tournent encore, à l'exception de Piero Sanna, exprimant parfois de façon paradoxale les différents visages de la Sardaigne, à la fois rurale et urbaine, traditionnelle et moderne, centrée sur elle-même et ouverte sur le monde. Vous voyez ici plusieurs titres dont on approfondira lors des prochains rendez-vous. D'autres réalisateurs, bien sûr, ont habité cette période, des auteurs de documentaires, des auteurs de courts, de moyens ou de longs métrages, mais j'ai choisi de rester près de ce collectif de 5 auteurs, dont les films représentent parfaitement ces visions parfois antagonistes de la Sardaigne d'aujourd'hui. On voit qu'il peut exister une différence entre Bellas Mariposas, très moderne dans son propos, ou La Stoffa dei Sogni, plus poétique, Jimé della Collina, très urbain, très métropolitain, ou des films plus classiques comme Sonetta, ou là, qui est une fresque historique, La Cabadora, qui reprend la figure de la donneuse de mort en Sardaigne, entre autres un thème du film, ou bien Surre, qui est l'adaptation des évangiles en langue sarde en Sardaigne. Alors les figures, les thèmes et les stéréotypes que l'on retrouve dans ces films sont nombreux, des us et coutumes évidemment qui permettent la reconnaissance et l'affirmation d'une identité parfois forcée ou au contraire l'expression d'une Sardaigne urbaine avec ses mots contemporains comme la drogue, la prostitution, la prison, le désespoir et l'étouffement qui s'opposent
à la Sardaigne typique des bergers, des brebis, une Sardaigne agro-pastorale qu'on a eu l'habitude de voir au cinéma. Et puis, c'est un fait intéressant, une deuxième génération du nouveau cinéma sarde, encouragée par une Sardinia Film Commission dynamique, se fait jour depuis quelque temps. Entre d'un côté l'affirmation d'une véritable sarditude, qui serait l'ensemble des éléments caractéristiques de l'essere sardo, mais dans une démarche vers l'autre, dans une dimension sociale, et de l'autre côté un affranchissement relatif vis-à-vis d'une appellation qu'il juge peut-être désormais trop contraignante. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau cinéma sarde, dans cette nouvelle génération, on retrouve surtout deux noms. Alors le premier, c'est Bonifacio Angius, avec 3 longs métrages, très différents d'ailleurs, l'onirique Sagracha en 2011, le sombre Perfidia en 2014 et le très beau road movie Ovunque Proteggimi en 2018. Mais je crois que le plus connu, le phénomène, c'est Paolo Zucca, avec la comédie L'Arbitro en 2013, puis surtout un phénomène local, national et mondial qui est L'Uomo che comprò la Luna en 2018. C'est un film brillant, drôle et qui tourne en dérision. C'est rare hein, pour des films qui naissent en Sardaigne et qui s'adressent à la Sardaigne, mais pas que, hein, qui tourne en dérision tous les clichés relatifs à la Sardaigne, tout en lui rendant un superbe hommage. C'est un film avec Jacopo Culin et Benito Urgo, qui sont 2 comédiens sardes très populaires. Le film rencontre actuellement un très beau succès partout où il est présenté, à l'international. Il a obtenu notamment le prix du public ex aequo l'an dernier au Festival du film italien d'Ajaccio. On était d'ailleurs très fiers de le présenter, l'accueil a été formidable. Et le prix du jury au Festival de Toulouse, où nous l'avions présenté par la suite en décembre 2018. Je vous montre quelques images. Sachez que dans le film, si on remplace le mot sardo ou sardegna par Corse ou Corsica, ça fonctionne de la même façon. Vous voyez, la Lune aurait été achetée par un sarde. Les films, en tout cas, très très réussis. Et puis, donc, à quelques poignées de là, à une poignée de kilomètres de là, pardon, la Corse. D'ailleurs, les images dans L'Uomo che comprò la Luna du village n'est pas sans rappeler peut-être des situations dans les villages en Corse. Alors, difficile de ne pas comparer les destins des îles voisines, les îles sœurs, même si le rapport au cinéma n'est pas du tout le même. Alors, il pourrait être hasardeux de faire une comparaison étroite entre les histoires du cinéma régional de la Corse et de la Sardaigne, parce que l'histoire même des 2 îles, qu'elle soit politique, linguistique, littéraire ou cinématographique, est différente selon le cas. La Corse n'a pas eu Grazia Deledda, n'a pas eu son prix Nobel, mais elle a aujourd'hui Jérôme Ferrari, prix Goncourt. On en reparlera dans les prochaines stonde. Elle n'a pas eu son Banditi Orgosolo, ni son Padre Padrone. Mais surtout, elle n'a pas eu la réappropriation de la culture et de l'identité à travers le cinéma, comme cela a été le cas en Sardaigne, malgré le réacquis des années 70, qui a touché de nombreux champs de l'identité, la langue, la culture, la littérature, la poésie, le théâtre et le chant, mais, et c'est étonnant, pas le cinéma en tant que tel. Dès lors, il est difficile de parler d'emblée d'un cinéma corse. Ceci dit, la Corse comme la Sardaigne, et c'est là un vrai point commun, est encore aujourd'hui, et l'a été pendant longtemps, en proie à une vision stéréotypée due à certains modèles littéraires cinématographiques. Alors le plus célèbre reste Colomba de Prosper Mérimée, hein, qui a été rebattu au cinéma à plusieurs reprises, la vendetta, le maquis corse, la femme jeune déterminée à accomplir sa vengeance, le bandit aussi, hein, qui est un personnage récurrent, pense notamment à Nonce Romanetti, bandit à la fois craint et admiré, des clichés aussi dans des comédies plus légères comme L'île d'amour avec Tino Rossi, ou bien Manine à la fille sans voile avec Brigitte Bardot. Donc finalement, la Corse a à peu près les mêmes filons que la Sardaigne. Par rapport aux stéréotypes aussi de la Corse au cinéma, ou en tout cas dans les expressions audiovisuelles, il me vient en tête une série qui est passée dernièrement sur TF1. Et pour le coup, on est dans les stéréotypes les plus horribles, je crois, sur la Corse. Il suffit de jeter un œil à cette série, ou pas d'ailleurs, pour vous en faire une idée. Alors les films de fiction relatifs à la Corse ne sont pas si nombreux. Ils mettent en avant aujourd'hui encore de nombreux aspects très stéréotypés, la situation politique, les paysages, les coutumes, pour satisfaire les exigences d'un certain type de public. Alors cela ne veut pas dire que rien n'est fait pour que vive un véritable cinéma corse, hein. On a l'Université de Corse, il y a des formations adaptées. La diffusion aussi fonctionne grâce notamment à France 3 Via Stella, à la Cinémathèque de Corse ou à d'autres entités culturelles sur l'île et ailleurs. Le rôle des institutions également, la collectivité de Corse ou bien l'assistance logistique de Corsica pour le tournage. En termes de création, moi j'ai tendance à retenir 2 auteurs qui sont, alors le premier est Thierry de Perret, qui est je crois le plus intéressant avec 2 longs métrages de fiction audacieux, Les Apaches, In Vie Violente,
Thierry a su montrer qu'on pouvait, sans pour autant passer par toutes les étapes dont je vous ai parlé pour la Sardaigne, sur l'exploitation des stéréotypes, produire un cinéma en prise directe avec une réalité sociale, sociétale, historique, sociologique, qui parfois fait peur et angoisse, aujourd'hui en Corse, sans craindre évidemment de choquer, de bousculer ou de déranger. C'est courageux, et je vous propose d'en voir les deux bandes annonces. Donc je parle des Apaches, qui était le premier de ces deux films sur la Corse, et ensuite Une vie violente. On est sur deux films qui sont très forts et parfois dérangeants, dont on reparlera aussi. Et puis, donc, à côté de Thierry de Perret, on a Rinatu Frassati, dont la qualité exceptionnelle, en tout cas d'un point de vue technique, cinématographique, ces films sont irréprochables. Avec deux moyens-métrages, Les Exilés et Béatrice, laisse présager un futur premier long-métrage qu'il est en train de préparer, à la hauteur de ce que le cinéma en Corse mérite. Alors, ce qui est drôle et qui me frappe, et pour boucler ce voyage autour du mezzogiorno italien, c'est la proximité de l'Italie qu'on peut lire en filigrane dans ces films corses. Les Apaches de Thierry de Perret sont un peu les Ragazzi di Vita de Pasolini. Et Une vie violente, c'est aussi le titre d'un livre de Pasolini. L'Italie est également très présente pour des raisons historiques, bien sûr, dans Les Exilés, et Béatrice est bien sûr le prénom d'une actrice italienne mythique et mythifiée dans le dernier film de Rinatu Frassati. Alors je vous propose de regarder une dernière bande-annonce, qui est celle des Exilés. Dans le film, bien plus encore que dans la bande-annonce, le mélange naturel des langues inscrit bien le film dans un espace méditerranéen où l'Italie n'est pas loin. Voilà. Alors je vais conclure en disant que par ce biais, je crois qu'on ne peut qu'envisager la Corse dans un cinéma du Sud, on ne peut que l'intégrer dans un mezzogiorno cinématographique aux côtés d'autres régions de l'Italie du Sud qui s'affirment de plus en plus au cinéma, donc les Pouilles, la Calabre, la Campanie, bien sûr, suivant les modèles sardes et siciliens. Il faut peut-être que la Corse s'inspire justement de ces modèles insulaires, territoriaux, méditerranéens, pour rattraper son retard relatif, puisque les conditions sont réunies, du volet politico-institutionnel à la distribution, en passant par la formation. La Corse est peut-être donc à l'aube de son propre réacquisite cinématographique, à travers le film de fiction tourné en Corse, par des Corses, sur des thématiques corses, à travers le moyen-métrage et le long-métrage, une façon d'interroger son identité et de s'extraire d'une marginalité supposée dont le cinéma en Corse commence peut-être à trouver la clé pour répondre à cette problématique. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Bien, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, que Jacques Thiers se lève. Oui, je ne vais pas intervenir, sinon pour dire tout le plaisir que j'ai éprouvé et pour adresser aux conférenciers toutes mes félicitations. Je crois que s'il y a des sons dissonants dans le public, il faut qu'ils s'affirment dès à présent. Pour ma part, je veux dire que vraiment j'ai été séduit et comblé par un exposé animé, illustré, profond. Qui a sans doute peut-être donné envie de voir des films italiens, ce qui est aussi vraisemblablement, qui nous a, je crois, fourni un certain nombre de pistes de réflexion, y compris dans la recherche de la nuance. Pédagogiquement, vous nous avez donné une massification d'un ensemble qui a on va dire, un pluralisme interne manifeste. Et donc, je crois qu'il y aura des réactions dans le public, dans cette salle. Qui veut prendre la parole? Oui. Il n'y a pas forcément besoin du temps. Si, parce que vous êtes enregistré, mon cher. Ah, d'accord. Si je suis enregistré, je vais du coup rester un peu plus timide. Mais non, pas du tout. Bon, déjà, en fait, je voulais vous remercier pour l'incroyable effort de... Comment dire, vous avez montré un regard très large sur le cinéma de mon pays et j'en suis un peu assommé. Cela dit, il y a... Voilà, la question que je vais poser est un peu naïve parce que justement, vous avez balayé très large. Il y a une chose que je continue à me demander, c'est... ou que je ne suis pas trop arrivé à comprendre, c'est comment on retrouve l'effet local
dans ces films. Je pense, que ce soit Anime Nere par exemple, où la Calabria est présente tout aussi que les dynamiques du trafic de drogue international. Un très grand film. I Cento Passi, où oui, il y a la Sicile. Oui, c'est incarné à Cinisi et en même temps, c'est une question qui est beaucoup plus large puisque ça touche à l'engagement militant, au militantisme, à la socialisation militante, à l'histoire du Parti communiste et de la gauche extra-parlementaire. Et juste pour sur un truc plus petit et peut-être moins général, pourquoi choisir d'associer les Apaches à Pasolini plutôt qu'à Kassovitz, qui m'avait personnellement, en voyant les Apaches, j'avais beaucoup plus tilté sur la haine que sur Ragazzi di Vita. Mais j'imagine qu'il y a des très bonnes raisons et je suis juste curieux. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment merci. Merci à vous. Alors, il y a plusieurs réponses à apporter à ce que vous avez dit. Alors, effectivement, la question de la présence en filigrane ou de façon plus profonde de la région en question dans les films que j'ai évoqués. Parfois, c'est simplement une carte postale, parfois c'est simplement une terre de tournage, parce qu'il y avait des fonds disponibles dans cette région-là pour tourner le film là-bas. C'est surtout vrai pour les Pouilles, par exemple. C'est peut-être moins vrai pour la Calabre, quand il s'agit d'évoquer des problématiques propres à la Calabre. Mais en fait, si les films ont fonctionné aussi ailleurs qu'auprès d'un public local, régional, c'est parce que les thèmes sont beaucoup plus larges et touchent une identité justement partagée et partageable. En fait, c'est la question des publics. La question se pose pour le cinéma sarde, qui peut être, par exemple, très sardo-sarde, auto-centré, encore s'il est très bien reçu, mais il est très bien reçu aussi à Pusan quand il est présenté pour le marché asiatique. Il marche aussi à Londres. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes qui peuvent être récupérés par différentes communautés de public. Alors évidemment, la Corse sera plus touchée par des films italiens, sardes, régionaux, insulaires, etc. Mais je crois que ces déclinaisons, disons, de la réception par les publics est une chose qui fait que le cinéma fonctionne aussi ailleurs. Et du coup, ça touche aussi la question de la référence. Les Apaches, oui, moi je le relie aussi à Pasolini. Pour les raisons que j'ai évoquées, Thierry de Perret, il s'en défend, il dit que bien sûr, il puise son inspiration dans le cinéma italien, mais pas que. C'est un avis tout à fait personnel et sans doute assumé par le professeur d'italien que je suis, et qui trouve évidemment des références, mais il y a d'autres références, oui, Kassovitz évidemment, La haine, mais on peut trouver aussi d'autres références par rapport à ces films qui traitent d'une jeunesse mal à l'aise dans son époque, dans son environnement. Moi, j'ai pensé aussi beaucoup à Pasolini parce que on a l'impression d'avoir des Borgatari puisés dans la rue. On a des références aussi au néoréalisme. Hein. Ce sont des acteurs non professionnels. Hein. Les acteurs qui jouent dans ce film-là, notamment dans Les Apaches, qui a été tourné à Porto Vecchio. Je suis de Porto Vecchio, ce sont mes voisins, mes amis. C'est des gens qui n'ont pas forcément fait carrière derrière au cinéma, mais pour garder cette impression de vérité. Bon, cette impression de vérité ou d'authenticité, on peut la retrouver dans de nombreux films, mais pas qu'italiens, bien sûr. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu. C'est bon. Là-haut. D'autres questions, d'autres réactions? Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis un peu étonné de votre optimisme au sujet des formations en Corse. Il y a quelques années, mon fils était en première année d'art du spectacle. Et en première année d'art du spectacle, à cette époque, il y avait des cours de cinéma, d'analyse de films, des choses comme ça. Il n'a pas poursuivi cette formation et en fait, les cours de cinéma non plus ne se sont pas poursuivis. À telle enseigne qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire que la filière art du spectacle est plutôt une filière art de la scène. Donc, mais, oui, je pensais surtout aux filières de l'IUT. Je les connais aussi, mais audiovisuelles. Vous voyez bien que quand on arrive à aligner 4 malheureux films sur les dernières années au sujet de la création cinématographique en Corse, on est quand même obligé de s'interroger sur les moyens qu'on met réellement en termes de formation. Donc voilà, j'espère qu'un jour l'université de Corse à Corté comprendra que le cinéma fait partie des arts du spectacle et qu'on trouvera le moyen d'embaucher les professeurs qui restent dans cette université au lieu de partir. C'est un point de vue que je partage en partie. Oui, les arts du spectacle, effectivement, le cinéma n'est plus enseigné là-bas. Nous, on essaie d'enseigner le cinéma italien ou le cinéma espagnol au sein de
de la faculté de lettres. Après, voilà, l'IUT fournit aussi beaucoup de techniciens, notamment des auteurs de courts-métrages qui ont été primés au niveau aussi international. J'ai plus les noms en tête de ces personnes-là, mais je crois qu'on est au début d'une chose qui peut se passer en Corse. Voilà. Moi, je suis optimiste, oui, comme vous le dites, sans doute, un peu trop. Sì, allora, io mi esprimo in italiano, sì, tanto ci sono gli studenti di italiano, magari in siciliano no, lo faccio in italiano. Innanzitutto grazie Fabian di questa sintesi incredibile. A livello generale, non so se sei d'accordo, però ho trovato una differenza nella sintesi che hai fatto fra i film, per esempio, campani e gli altri del sud Italia e soprattutto quelli della Basilicata, della Calabria, un poco della Sicilia, però gli ultimi della Sicilia, nel senso che trovo che questi film siano molto più attaccati al territorio, come quelli sardi, e invece in quelli campani che abbiamo menzionato, con questa violenza che è un po' realistica, esagerata, non so, magari c'è un fine parodistico pure nel mostrare queste cose e questa violenza gratuita. È qualcosa che è arrivato pure nel cinema siciliano di tanti anni fa. Palermo-Milano sono andata, Ragazzi fuori, cioè, però violenza sono film che sono passati poi finiti nel dimenticatoio perché non avevano molto da dire rispetto invece agli altri che sì erano attaccati al territorio. Ed ecco, quindi la domanda che mi faceva è magari questi film sono più che altro realizzati per un pubblico non campano, non napoletano, perché il campano è il napoletano che vive a Napoli. Ora, io non sono napoletano, ma ci vado ogni tanto, so che la realtà non è così, quindi è un film che mi tocca e non mi tocca. Il libro che ha ottenuto grandissimi successi di Saviano è un libro in cui c'è molta violenza, ma non così come è fatta vedere a livello gratuito. È fatta vedere, tu l'hai detto. Sì, fatta è fatta vedere. vedere. Mi facevano pensare questi film che non ho visto, tu sai, sono molto ignorante a livello di cinema, mi facevano pensare a questi film degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, siciliani, in cui si faceva vedere il potere di fuoco mafioso, con la differenza che oggi c'è pure Matrix, quindi tutta questa tecnologia. Quindi la mia domanda era proprio, hai notato tu questa differenza di attaccamento al territorio, un film che è solo per, non solo per, ma soprattutto per le persone di quel luogo? Certo. Alors, je répondrai en français, comme ça tout le monde pourra accueillir le sens de ce que je veux dire. Alors, effectivement, l'histoire des cinématographies n'est pas les mêmes. Naples au cinéma existe depuis très longtemps et du coup a pu exploiter bien plus vite ou bien plus tôt les codes et les exploiter d'une façon qui a permis du coup la réinvention, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais la réinvention d'un nouveau stéréotype. Évidemment, il faut plaire à un public et le cinéma napolitain, on note une différence entre le cinéma de Mario Martone, par exemple, qui est un cinéma davantage d'auteur, et un cinéma beaucoup plus spectaculaire, qui du coup est récupéré aussi par la télévision, mais parce qu'encore une fois, il s'agit de montrer, et le cinéma est un moyen audiovisuel, et on a noté aussi la présence du son qui est très importante, y compris dans les bandes annonces qu'on a vues, pour attirer le public. Aujourd'hui, un film sur la mafia n'est pas un film napolitain. C'est un film de mafia, c'est un gangster movie comme il y a pu avoir aussi aux États-Unis, et Le Parrain, et Scarface, etc. Donc c'est devenu presque un genre à part entière. Donc il ne s'agit pas effectivement peut-être de réveiller les Napolitains sur ces questions-là, hein, mais c'est un cinéma qui s'adresse à des publics, oui, beaucoup plus larges. Moi je me rends compte quand on organise le Festival du film d'Ajaccio,
on s'interroge souvent sur les, enfin toujours, même constamment, sur les genres privilégiés pour attirer un public. Et on sait que dans notre sélection, il faut forcément qu'on ait, et on nous le propose aussi, des films sur la mafia. Parce qu'on a un public qui veut voir des films de ce type-là, qui cherche non pas forcément l'essence ou l'engagement ou l'aspect politique de la question, mais plus des gens qui se tirent dessus et des histoires de violence. Voilà. Par exemple, de ce point de vue, ce que tu as raconté de PIF, c'est une évolution peut-être. C'est ça que j'ai pensé en regardant ces films. C'est des films qu'on tournait en Sicile il y a 20 ans. Et après, il y a eu Cento Pass. Il y a maintenant les films de PIF qui traitent, parce qu'on a besoin du personnage du mafieux pour justement attirer aussi le public. Mais le traitement de la thématique est tout à fait différent. Je crois peut-être on peut voir de ce point de vue une évolution aussi, on peut prévoir plutôt une évolution du cinéma napolitain. Alors, par rapport à la Sicile, c'est intéressant parce que les deux exemples que j'ai donnés, c'est PIF pour la comédie romantique et Piazza Grassadonia pour le cinéma plus poétique et plus onirique. Moi, je crois qu'effectivement, le sens politique sur la mafia, par exemple, est beaucoup plus a un impact beaucoup plus virulent dans des films qui s'extraient des genres classiques autour de la mafia. Effectivement, moi, de voir un film comique sur la mafia, c'est très irrévérencieux, c'est très courageux aussi. Et puis en même temps, pour ceux qui ont vu ou verront les films, bien sûr, c'est une comédie. On parlait de cet enfant dissous dans l'acide dans La Mafia uccide solo d'estate. On les voit aussi en train de touiller le bain d'acide pour faire disparaître quelqu'un tout en mangeant ou en disant j'ai faim. Bon, on est dans quelque chose qui tient presque de l'absurdité. Et en même temps, ça souligne le discours très violent et très profond de la faim, que ce soit dans In guerra per amore ou dans La Mafia uccide solo d'estate, qui du coup renforce et donne plus de poids au discours sur la violence. Pour Naples, je crois que les deux exemples, ouais, on est encore dans du spectaculaire. Hein, je pense à Cinque il numero perfetto et Il sindaco di Rione Sanità. Dans le public qui verra Il sindaco di Rione Sanità, il y a ceux qui vont percevoir le texte, qui est évidemment Eduardo De Filippo, qui est très important et qui ne déclare pas ce film anti-mafia, mais qui pourtant peut l'être, et l'est à mon avis aussi profondément. Et puis il y a ceux qui verront plutôt voilà, des histoires de jeunes perdus qui vont voir quelqu'un pour essayer de régler les choses. Après, c'est toute une question d'interprétation aussi, de degré d'interprétation. Je crois que l'interprétation est beaucoup plus facile, effectivement, et c'est paradoxal aussi, dans ces films qui reparcourent le genre du cinéma engagé, ou le courant en tout cas du cinéma engagé, en réinterprétant les codes. Voilà. Et c'est très vrai pour le film, pour Sicilian Ghost Story, c'est très vrai. Parce que du coup, la profondeur du discours, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus éclatante qu'à mon avis dans d'autres films plus classiques. Oui, alors ce que je voulais te dire, donc merci bien sûr pour ce beau panorama, c'est que l'on perçoit, je pense que tu es d'accord avec moi, la différence aussi entre cinéma commercial et cinéma d'auteur. Absolument. Et en parlant de cinéma commercial, parce que quand tu dis spectaculaire, bon, ça fait partie aussi du produit de l'industrie cinématographique. Et à ce niveau-là, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre spot publicitaire et trailer? Parce qu'effectivement, nous n'avons vu que des trailers en grande partie. Et je pense que là, dans le trailer, c'est vraiment un condensé de publicité, d'images publicitaires, de choix. Voilà. La bande-annonce est une publicité pour les films. Donc, il y aurait même une étude de... Oui, voilà, c'est ce que je suggérais. Des codes, des bandes-annonces. Moi, oui, effectivement, c'est très intéressant. Moi, je l'ai fait uniquement pour souligner, voilà, pour montrer des images. Mais effectivement, la bande-annonce dit beaucoup aussi sur ce qu'on veut faire de ces films-là. De toute façon, je fais partie de ces personnes qui croient qu'un film est fait pour un public. Voilà, l'art pour l'art au cinéma, je n'y crois pas parce qu'il y a des financeurs derrière et que les financeurs veulent récupérer leur mise par rapport à un public. Donc on crée toujours pour un public. Après, il faut trouver le juste milieu entre la partie auteur, effectivement, la qualité peut-être d'un film, même si dans le cinéma commercial, peut-être de très bons films aussi. Après, c'est une question de goût et d'interprétation, mais
La plupart de ces films, en tout cas, c'est très vrai pour les films de mafia, c'est aussi vrai pour la comédie. On est dans un registre, et surtout pour les bandes annonces, qui est censé séduire le public. Donc oui, l'effet publicitaire est très, très vrai. C'est pour ça qu'on exacerbe aussi le son, on condense aussi les images, le rythme aussi de la bande annonce est très important aussi. Patrizia. Alors, je crois que l'heure avance. Alors, il faudrait qu'on s'inscrive pour les dernières questions. Alors, Patrizia, puis monsieur, puis... C'est tout? Vous nous avez comblé, mon cher. Oui. Merci, Fabien. C'est régalé. Je voudrais avoir ton avis. La Corse, c'est depuis quelques années maintenant une terre de tournage. Hein, et on voit arriver des réalisateurs, des non-corses, hein, qui nous servent des séries, des films plus ou moins bons. On en a eu des bons et des moins bons, des exécrables, comme tu l'as dit. Mais on voit que dans ces films, on y constate la participation d'acteurs. Donc, ce sont des gens qui travaillent aussi grâce à ces gens qui viennent ici pour leur tournage. Le cinéma, c'est cher, ça demande beaucoup de moyens. On est un petit territoire avec une petite population. Mais je voudrais avoir ton avis, par exemple, des gens comme Pierre Salvador et qui ont réussi dans le cinéma. J'ai vu le dernier film En liberté qui évoque aussi quelque peu la Corse, qui est très drôle aussi. Je me demande pourquoi des gens comme ça, à un moment donné, ne s'emparent pas justement d'un thème vraiment propre à leur île. Je ne sais pas, hein, il y aurait tellement de choses à dire, mais... C'est des gens qui ont les moyens et qui pourraient peut-être faire avancer les choses de ce côté-là. Alors, c'est une très bonne question. Moi, c'est la question qui a habité tout mon travail depuis des années sur l'identité du cinéma régional. Et c'est la même chose en Sardaigne. Moi, je n'ai pas la réponse à la place de ces auteurs-là. Est-ce qu'il est plus courageux, plus facile de faire du cinéma sur son île ou de le faire au niveau national? Tu parlais de Pierre Salvador, il y a aussi Gabriel Le Beaumain. Tout est une question de définition. Est-ce qu'on parle de... Moi, je n'intègre pas Gabriel Le Beaumain ou Pierre Salvador dans le cinéma corse. Parce que ma définition, c'est des gens du cru qui tournent sur leur île, par rapport à leur île, sur des problématiques liées à l'île, etc. Moi, je souhaite que d'autres réalisateurs s'emparent des thèmes propres à la Corse. Encore une fois, je parle de cinéma, de long métrage de fiction, parce qu'il y a des choses qui se font, hein, Marie-Jeanne Tomasi notamment, Alexo Peccini, etc. Voilà, il y a quelque chose. Mais c'est pour ça que je trouve la démarche de Thierry Depeyret très courageuse, même si son prochain film ne sera pas dédié à la Corse, celui d'après le sera, puisque ce sera l'adaptation du bouquin de Jérôme Ferrari. Donc ça aussi, c'est un pas en plus vers la création en Corse. Et c'est ce que je salue en tout cas chez Depeyret, c'est d'être allé directement, de mettre les pieds dans le plat. Parce qu'il aurait pu se contenter, comme ont fait les Sardes auparavant, dans la construction de leur propre cinéma, de passer par les stéréotypes. Et là, on va directement dans le stéréotype qui, moi, m'intéresse le plus à un titre personnel. La Corse, voilà, c'est tradition, modernité, c'est la même chose en Sardaigne. Est-ce qu'on choisit de représenter les bergers, les montagnes, le broccio, etc., ce qui fait partie de notre culture, ou bien est-ce qu'on va représenter des choses qui sont plus proches de nous, de notre quotidien, et qu'on ne doit pas nier. Les Apaches, c'est un fait divers très violent. Ça se passe chez nous, ça pourrait se passer ailleurs, mais ça nous fait beaucoup plus de mal parce que ça se passe chez nous. Et pour avoir assisté à l'avant-première à Porto Vecchio à l'époque, les porto-vecchiais qui étaient présents ne s'attendaient pas à un film de ce type-là. Ils s'attendaient soit à un documentaire sur ce fait divers qui a touché une famille de chez nous, soit ont eu une sorte de forme de rejet en disant « ouais, non, c'est pas nous, on ne se reconnaît pas dedans ». Et pourtant, ça parle de nous. Voilà. Donc voilà, pour revenir à la question des réalisateurs, alors, pour reprendre aussi ce que tu disais au début, bien sûr c'est une économie d'accueillir des tournages, de faire tourner aussi des acteurs de chez nous dans ces productions-là. D'ailleurs, dans la série de TF1 dont je parlais juste avant, je trouve que les personnages les plus crédibles sont les Corses. Parce que qui de mieux qu'un Corse peut-être peut jouer un Corse avec l'accent corse et tous les défauts, entre guillemets, ou tous les travers qu'il peut avoir. Voilà. Mais quant à nos réalisateurs corses nationaux, oui, moi j'aimerais qu'ils reviennent, oui. Voilà, c'est ça. Absolument.
Et là, on pourrait parler d'école vraiment corse. Ben, espérons qu'ils verront la vidéo de cette intervention et que ça leur donnera des idées. Merci. Io, come il collega, non parlo benissimo il francese, quindi mi esprimo in italiano. Io sono sardo, sono uno storico e mi occupo delle relazioni tra le due isole. E quindi volevo chiedere se c'è qualche tipo di, al di là dei temi, al di là delle similitudini tra i film corsi e i film sardi, se c'è che tipo di relazione esiste tra, diciamo, tra le due scene cinematografiche, cioè è possibile vedere i film corsi in Sardegna o e viceversa, o visto che sia la regione sarda che la collettività stanno cercando di creare una relazione istituzionale, che tipo anche di politiche culturali o esistono o si pensa o che si possano mettere in pratica o che tu pensi che siano utili. Lo dico perché la mia esperienza, la mia analisi non ha toccato direttamente il cinema, penso che però potrei anche estenderla. Però l'esperienza è che sono due isole, come dire, molto vicine ma anche molto lontane. Io per esempio è una settimana che cerco di andare in Sardegna e ho la macchina rotta ed è stato impossibile. Ecco, c'è che... Benvenuto in Corsica. Grazie, no? Noi è già da gennaio che ci sono. Insomma, se mi piace... Posso rispondere in francese così Sì, io capisco il francese, ma parlarlo è un po' complicato. Alors, c'est une question qu'on évoquait avant que commence cette stand. Alors, depuis quelques années, on a l'impression, je parle en tout cas dans le cinéma, pour le théâtre c'était encore autre chose, mais voilà, parce qu'il y a des programmes européens, etc. Mais on a une volonté, en tout cas politique, aussi bien de la part des Sardes que des Corses, de construire quelque chose entre les deux îles, de reconstruire le pont entre les deux îles. Moi, je vois ça en tant que spectateur, et à la fois en tant qu'acteur du milieu culturel. Je me fie beaucoup moins, et ça plaira peut-être pas à certaines personnes, mais je me fie beaucoup moins à ces effets d'annonce politique qu'à des actions entreprises par des personnes ressources. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus utile dans mon rôle d'enseignant-chercheur quand je présente des films sardes en Corse et quand je vais parler de cinéma corse en Sardaigne. Mais ça ne tient pas à une volonté politique, ça tient à des entités culturelles avant tout, qui m'invitent, qu'on invite, et on arrive comme ça à construire un échange. Au Festival du film italien d'Ajaccio, tous les ans, c'est ce que n'a jamais fait Bastia par exemple, on fait sous-titrer des films directement. On fait sous-titrer des films italiens en général qui nous plaisent, on ne dépend pas forcément de certaines structures ou de certains distributeurs qui nous imposent des films. On a un budget qui permet de sous-titrer des films, sachant que sous-titrer un film, ça coûte entre 2000 et 2500 € par film. Nous, on le fait volontiers, et on le fait tous les ans depuis quelques années pour au moins un film sarde. Parce qu'on croit que notre rôle d'entité culturelle en Corse, c'est de faire sous-titrer ce film-là. Alors on ne prend pas n'importe quel film, on prend de bons films. L'Uomo che comprò la luna en faisait partie, La Cabadora aussi, Ovunque proteggimi. Soit les films existent déjà avec des sous-titres français et on les présente et c'est très bien comme ça, soit on les fait sous-titrer nous-mêmes. C'est une sorte de sacrifice qu'on fait, mais on le fait volontiers, et on se rend compte que les réalisateurs viennent volontiers en Corse les présenter. Et donc je crois que c'est notre rôle d'acteur culturel, entre guillemets, ou de chercheur, de travailler sur ces échanges entre nos îles. Diago Moutière l'a fait pendant des années aussi pour le cinéma, pour le théâtre, pardon, pour la littérature plus largement, avec la Sardaigne, avec l'Italie, mais je crois qu'on est au début de quelque chose. En tout cas, il nous faut aujourd'hui reconstruire peut-être ce lien qu'on a avec la terre ferme italienne ou avec l'Italie. Alors c'est une question politique, mais je crois que c'est la culture ou le savoir, peut-être, ou les universités qui peuvent s'en charger, et peut-être plus efficacement que le volet institutionnel. Voilà. Moi, je voudrais ajouter à ces allusions quelque chose qui a existé dans les années 90. Dans la décennie 90-2000, a existé une proposition de programme Interreg qui était extrêmement dynamique parce que les différents acteurs
de terrain, et je rejoins là une allusion que vous avez faite justement au concret, à ce qui est pratique, à ce qui est réel, à ce qui est une entente, certes cérébrale, intellectuelle, culturelle, mais aussi une entente qui a un programme d'action. Il y avait donc des projets Interreg qui pouvaient se conclure rapidement, qui avaient, une fois que l'accord était donné, on pouvait avoir la réponse et les financements dans le mois qui suivait. À la première, vous avez évoqué le théâtre, à la première d'une pièce, eh bien, la représentante ou le représentant de l'Europe était présent. Ça avait conféré à l'action de terrain un dynamisme exceptionnel, d'une part. D'autre part, il existait également une référence politique au plus haut niveau avec un projet, ce n'était pas encore un programme, mais c'était un projet qui s'appelait IMEDOC, les îles de Méditerranée occidentale, dont vous avez entendu parler, et qui unissait la Corse, la Sardaigne, les Baléares et enfin la Sicile. C'est-à-dire que cela représentait un potentiel de environ 7 millions d'habitants. C'est une référence donc beaucoup plus tonique que les petits projets que nous pouvons avancer aujourd'hui. Alors, et je dis que c'était un projet politique avec un assentiment politique qui en était arrivé jusqu'au point de proposer une présidence tournante de ces îles d'Imédoc, de Méditerranée occidentale. Et à la fin des années de la décennie, eh bien, ce projet a disparu. Voilà, hein, d'accord. Et il était promis à une reconnaissance. Pourquoi ne pas ressusciter au moins un embryon de ces projets-là? Je voudrais vous demander d'y réfléchir et peut-être de répondre, et nous répondrons dans les séances. Ouais, alors, c'est peut-être comment dire, une initiative qui n'est pas absolument immense, énorme, mais ce n'est plus un projet. Nous avons créé un fonds SARD à la bibliothèque universitaire de Corte et un fonds Corse à la bibliothèque universitaire de Cagliari. Donc là, bien sûr, la deuxième phase, ce sera d'animer par des conférences, des déplacements d'enseignants pour promouvoir la recherche sur la Sardaigne ici en Corse et sur la Corse en Sardaigne, en sachant bien sûr qu'un fonds est visible aussi au niveau national, c'est-à-dire que la création d'un fonds Corse à Cagliari est visible dans toutes les universités par le prêt interuniversitaire dans toute l'Italie. Donc créer un fonds Corse me semble être déjà une initiative intéressante. Le fonds, ce ne sont pas seulement des ouvrages de recherche spécialistes, ça peut être, et Fabien en sera chargé, bien sûr, d'animer par des conférences et d'amener des DVD de films corse et documentaires, fiction et documentaires. Donc ça, c'est vraiment du concret. Et c'est pour stimuler la recherche et l'intérêt, bien sûr, sur ces îles qui, je suis tout à fait d'accord, ne sont pas sœurs. Non, elles ne sont pas sœurs. Elles se sont tournées le dos pendant des siècles. Les rapports entre la Sardaigne et la Corse sont des rapports complexes, très intéressants. Vraiment, ça fait des années que j'y travaille et donc, voilà, c'est quand même quelque chose de pas facile. Alors, il nous faut vous remercier tous et remercier en particulier l'initiateur de cette ambiance, hein, vraiment particulièrement féconde. Moi, je suis vraiment émerveillé. Merci, cher ami. Et rendez-vous le 23. Et à la prochaine.